Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans votre chaîne Les Contes Enchantés. Comme prévu, aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle aventure de Tom Sawyer. Alors, laissez votre imagination prendre son envol et laissez-vous aller dans le monde palpitant de cette aventure. Après avoir été témoins de la scène de meurtre du docteur Robinson, les deux enfants filèrent en direction du village, muets d'horreur. De temps à autre, ils jetaient derrière eux un coup d'œil inquiet, craignant sans doute d'être poursuivis. Si seulement nous pouvons arriver à la vieille tannerie avant de flancher, chuchota Tom, haletant. Je tiendrai plus le coup bien longtemps. Pour toute réponse, Huckleberry haletait à son tour, les yeux rivés sur le but. Les deux enfants gagnaient peu à peu du terrain. Ils s'engouffrèrent enfin par la porte ouverte pour tomber. Épuisés, quand leur pôle se fut un peu calmé, Tom chuchota. Huckleberry, qu'est-ce qui va sortir de tout ça à ton avis? Si le docteur Robinson meurt, il y en a un qui sera pendu certainement. Tu le crois vraiment? J'en suis sûr. Tom réfléchit un instant puis reprit. Mais qui va aller le dire? Il n'y a que Meuf Potter qui serait assez bête pour ça. Elle est toujours saoule. Tom ne répondit pas, il réfléchissait. Enfin, il dit à voix basse. Mais écoute, Huck, Meuf Potter sait rien. Comment qu'il irait le dire? Et pourquoi qu'il sait rien? Parce qu'il était assommé quand Joe l'Indien a fait le coup. Tu crois qu'il a pu voir quelque chose? Tu crois qu'il savait quelque chose? Ma foi, t'as raison, Tom. Et puis, ce sale coup, il s'en remettra peut-être pas. Ça, je crois pas. Il avait bu, c'est sûr, comme toujours. Et papa, quand il est saoul, il pourrait bien recevoir une cathédrale sur la tête que ça ne le tuerait pas. Il le dit bien lui-même. Mais un homme qui serait pas saoul, ça le tuerait peut-être. Tom réfléchit encore un moment et reprit. Dis Huck, tu es sûr que tu pourras tenir ta langue? Il le faut, Tom. Tu sais bien, si jamais on allait lâcher un mot et que ce diable de Joe l'Indien soit pas pendu, il nous noierait comme il ferait de deux petits chats. Alors écoute bien, il faut qu'on se jure mutuellement de rien dire. D'accord, Huck, c'est la meilleure chose à faire. On se serre la main et on jure. Non, ça c'est bon pour les petites histoires sans importance. Les histoires de filles, parce que de toute façon elles vendent la mèche un jour ou l'autre quand elles sont vexées. Mais pour une affaire grave comme ça suffit pas de le jurer en se serrant la main. Faut l'écrire avec du sang. Tom approuva pleinement la proposition. C'était sinistre, macabre et bien approprié à l'heure, aux circonstances et au décor. Ramassant donc une planchette de sapin qu'il remarqua sous le clair de lune, il sortit de sa poche un peu d'encre rouge et se mit à griffonner avec application ces mots. Huck Finn et Tom Sawyer jurent de tenir leur langue sur cette affaire et souhaitent tomber de mort au milieu du chemin et pourrir là si jamais ils disent quelque chose. Huckleberry était rempli d'admiration devant la facilité de Tom à rédiger le sermon et l'aisance de son style. Il prit une épingle fichée dans le revers de sa veste et se préparait à se piquer le doigt quand Tom dit « Arrête, fais pas ça. Une épingle de laiton, elle pourrait avoir du verre de gris. » Du verre de gris? Qu'est-ce que c'est que ça? Du poison, avale-en seulement 1 gramme et tu verras. Alors Tom déroula le fil d'une de ses aiguilles et ils se piquèrent tour à tour l'extrémité du pouce, pressant pour en faire jaillir une goutte de sang. Après avoir pressé plusieurs fois, Tom réussit à signer son nom, se servant du bout de son petit doigt en guise de plume. Puis il montra à Huckleberry comment former un H et un F, et le serment était scellé. Tom enfouit le morceau de bois tout contre le mur, accompagnant la cérémonie de lugubre incantation. Ainsi, il était lié par leur serment à tout jamais. Une silhouette se glissa par une brèche à l'autre extrémité du bâtiment en ruine, mais ils ne la remarquèrent pas.
Tom chuchota. Huckleberry, est-ce que ça doit nous empêcher de le dire toujours? Bien sûr, quoi qu'il arrive, il faut tenir notre langue. Plutôt mourir que trahir un secret. Tu sais pas ça? Oui, t'as raison. Ils chuchotèrent encore un moment. Bientôt, un chien se mit à hurler à quelques mètres d'eux sinistrement. Les deux enfants, terrifiés, se serrèrent l'un contre l'autre. Auquel de nous qu'il en veut? Haleta Huckleberry. Je sais pas. Regarde par la fente. Vite. Non, toi, Tom. Je peux pas, Huck. Mais si, Tom. Tiens, ça recommence. Oh mon Dieu, chuchota Tom. Je reconnais sa voix maintenant. C'est Bull Harbison. Quelle chance! J'aurais parié n'importe quoi que c'était un chien errant. Le chien hurla encore et les deux garçons s'inquiétèrent de nouveau. Sapristi, c'est pas Bull Harbison, dit Huckleberry à voix basse. Va voir Tom. Tom, tremblant de frayeur, alla pourtant regarder par la fenêtre. Il dit d'une voix à peine perceptible. Mais non, Huck, tu sais, c'est pas Bull Harbison. C'est bien un chien errant. Dit Tom, auquel de nous deux qu'il en veut? À nous deux, je pense. On est toujours ensemble. Oh Tom, nous sommes fichus. Il n'y a pas d'erreur. Je sais bien où j'irai. J'y étais si méchant. Voilà ce que c'est de faire l'école buissonnière et tout ce qu'on a dit de ne pas faire. J'aurais pu être sage comme Sid, si j'avais essayé, mais je voulais pas. Si jamais je m'en tire cette fois, je te promets que je l'apprendrai mon catéchisme, dit Tom en reniflant. Allons donc, répondit Huckleberry en reniflant à son tour. Mauvais, toi, Tom Sawyer. Mais t'es un ange à côté de moi. Ah mon Dieu, si j'avais seulement la moitié de tes chances. Tom, la gorge serrée, dit à voix basse. Mais regarde Huck, il ne tourne le dos. Huck regarda réconforté. C'est possible, il y a longtemps qu'il ne tourne le dos. Mais oui, comme un sot. J'y avais pas fait attention. Mais qu'est-ce qu'il veut? Les hurlements cessèrent. Tom tendit l'oreille. Chut! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? dit-il. On dirait des cochons qui grognent. Non, c'est plutôt quelqu'un qui ronfle, Tom. Mais oui, t'as raison. Ou que c'est Huck. Ça doit être à l'autre bout. On dirait que ça vient de là-bas. C'est par là que papa dormait quelquefois avec les cochons. Mais quand il ronfle, il ferait sursauter un mort. Et puis, je crois qu'il revient plus dans ces parages maintenant. Une fois de plus, l'esprit d'aventure se réveilla chez les deux enfants. Huck, dit Tom, si j'y vais le premier, t'oses me suivre? J'aime pas ça, Tom. Si c'était Jolandien. Tom hésita. La tentation pourtant fut la plus forte et les deux amis décidèrent d'aller voir, mais à condition de prendre la poudre d'escampette si le ronflement cessait. Ils se glissèrent l'un derrière l'autre sur la pointe des pieds. Ils étaient à moins de 5 pas du ronfleur quand Tom marcha sur une branche qui se brise avec un bruit sec. L'homme gémit, se contorsionna un peu et son visage se trouva éclairé par la lune. C'était Meuf Potter. Les deux garçons sentirent leur cœur cesser de battre en voyant l'homme remuer, mais bientôt, rassurés, ils sortirent sur la pointe des pieds, franchirent la palissade brisée et s'arrêtèrent non loin de là pour se faire leurs adieux. Le long hurlement lugubre retentit de nouveau. Se retournant, ils virent le chien inconnu qui, à quelques pas de Potter, regardait l'homme fixement, les oreilles pointées vers le ciel. « Oh, c'est à lui qu'il en veut !» s'écrièrent-ils en chœur. Là-dessus, ils se séparèrent songeurs. Quand Tom se glissa par la fenêtre de sa chambre, la nuit était fort avancée. Il se déshabilla avec d'infinies précautions et s'endormit en se félicitant de ce que personne ne fût au courant de son escapade. Il ne se rendit même pas compte que Sid, qui ronflait doucement, ne dormait pas. Vers l'heure du midi, tout le village était brusquement en effervescence à l'annonce de l'affreuse nouvelle. Le maître d'école, naturellement, donna ce jour-là congé l'après-midi. Personne dans la ville n'aurait compris qu'il agit autrement.
On raconta qu'un couteau ensanglanté avait été trouvé à côté de la victime, que ce couteau avait été reconnu comme appartenant à Muff Potter. On dit aussi qu'un promeneur attardé avait vu Potter se laver dans le ruisseau vers 1 heure ou 2 heures du matin et que Potter avait alors pris la poudre d'escampette, circonstance d'autant plus suspecte que Potter n'avait guère l'habitude de se laver. On prétendit encore que toute la ville avait été fouillée sans qu'on pût retrouver le meurtrier. Des hommes à cheval parcouraient les routes dans toutes les directions et le shérif avait bon espoir de faire arrêter l'homme avant la nuit. Cependant, on se rendait en foule au cimetière. Tom, après sa défaillance passagère, s'était joint au cortège sous l'influence de quelques attraits irrésistibles. Et bien qu'il eût 1000 fois préféré être ailleurs devant le lugubre spectacle, il eut l'impression qu'un siècle s'était écoulé depuis qu'il avait quitté ces lieux. Il se sentit pincer le doigt. Il fit volte-face et son regard rencontra celui de Huckleberry. Tous deux détournèrent les yeux sans savoir si on avait remarqué leur clin d'œil. Cependant qu'on jacassait tout autour d'eux. Le pauvre garçon, ça devrait servir de leçon à ceux qu'on envie de piler les tombes. Muff Potter va être pendu s'il se laisse prendre. Et le pasteur d'ajouter, la main de Dieu est là. Tom tremblait de tous ses membres, car il vit devant lui la face impassible de Joe l'Indien. Alors il y eut des remous dans la foule et des voix crièrent « C'est lui, le voilà qui arrive !»« Qui » Muff Potter. Regardez-le, ne le laissez pas filer. Surtout des curieux perchés dans les branches des arbres au-dessus de la tête de Tom déclarèrent qu'il ne tentait pas de s'en aller, mais qu'il avait seulement l'air troublé, inquiet. Quel cynisme, dit un spectateur. Il a voulu venir voir son œuvre tout tranquillement. Il ne s'attendait pas à trouver tant de monde. La foule s'écarta car le shérif avançait, conduisant Potter par le bras. Le pauvre avait les yeux hagards, les traits contractés par la peur. Quand il se trouva en face de la victime, il se cacha le visage dans les mains et fondit en larmes. « C'est pas moi. Qu'a fait ça, mes amis ?» sanglota-t-il. « Je vous donne ma parole que c'est pas moi. »« Qui t'a accusé ?» s'écria une voix. Le coup porta. Potter, relevant la tête avec dans les yeux l'expression du plus profond désarroi, s'écria en voyant Joe l'Indien. « Oh, Joe l'Indien, tu m'avais promis que jamais. »« C'est à toi le couteau ?» lui demande le shérif en lui mettant l'objet sous les yeux. Potter serait tombé si on ne l'avait soutenu. Puis, levant une main molle en un geste d'impuissance, il dit avec un frémissement dans la voix « Quelque chose me disait que si j'étais pas revenu. Mais dis-leur, Joe, dis-leur que ça sert plus à rien. » Alors Huckleberry et Tom entendirent l'homme mentir avec une telle assurance qu'ils restèrent muets et stupeurs. Ils s'attendaient à voir les foudres du ciel éclater d'un moment à l'autre dans l'atmosphère pure et se demandaient combien de temps le châtiment se ferait attendre. Mais rien ne vint. Le mécréant était toujours bien vivant et la tentation qu'il avait spontanément éprouvée de manquer à leur serment pour sauver la tête du malheureux prisonnier. Sa tentation s'évanouit soudain. Le misérable s'était vendu à Satan et mieux valait ne pas disputer sa proie à la puissance du mal. « Pourquoi es-tu revenu ici ?» demanda une voix. « J'ai pas pu m'en empêcher, » gémit Potter, se remettant à sangloter. « Je voulais m'enfuir, mais ça m'a ramené toujours ici. » Joe l'Indien répéta sa déclaration avec une calme assurance sur la foi du serment. Les deux garçons, voyant que les foudres du ciel tardaient à se déchaîner, et de plus en plus convaincus qu'ils s'étaient vendus au diable, décidèrent d'observer la nuit cette créature ignominieuse quand l'occasion s'en présenterait, espérant ainsi apercevoir son redoutable maître. Joe l'Indien aida à soulever le cadavre et à le mettre sur une charrette pour le transporter.
On chuchota parmi la foule, secouée d'un frisson, que la blessure saigna un peu. Les deux enfants pensèrent que cette circonstance tournerait les soupçons du bon côté, mais ils furent déçus, car plus d'un villageois remarqua: c'est à moins d'un mètre de Meuf Potter que ça s'est passé. Tom, la conscience torturée par son redoutable secret, eut le sommeil troublé durant toute la semaine suivante. Un matin, enfin au petit déjeuner, Sid lui dit: Tom, tu t'agites et tu parles tant la nuit en dormant, que ça me tient éveillé la moitié du temps. Tom pâlit et baissa les yeux. C'est mauvais signe, ça, dit tante Polly gravement. Qu'est-ce qui te tracasse donc, Tom? Rien, je ne sais pas, dit l'enfant dont la main tremblait si fort qu'il répondit sans café. Et tu en racontes des histoires, reprit Sid. La nuit dernière, tu ne cesses de répéter: c'est du sang, c'est du sang. Et encore, me tracassez pas ainsi, je le dirai. Mais qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que t'as à dire? Tom voyait tout tourner autour de lui. Nul n'aurait su dire ce qui se serait produit si tante Polly, fort à propos, n'était venue au secours de Tom le plus innocemment du monde. Oh, si cet affreux assassinat, dit-elle, moi aussi j'en rêve presque toutes les nuits. Il m'arrive même de rêver que c'est moi qui l'ai tué. Marie déclara avoir été pareillement troublée. Sid parut satisfait de l'explication. Tom sortit dès que ce lui fut possible. Après cela, il se plaignit d'un mal de dents et pendant une semaine, il se bonda les mâchoires tous les soirs, sans se douter que Sid l'observait la nuit et venait fréquemment détacher le bandage et tendre l'oreille longuement. Puis il remettait le bandage en place. La torture mentale de Tom s'apaisa peu à peu. Le mal de dents, devenu gênant, fut oublié. Sid avait-il réussi à tirer quelques conclusions des paroles marmonnées par Tom confusément? Il n'en fit part à personne. Pendant cette triste période, Tom allait presque tous les jours à la petite fenêtre grillagée de la prison et glissait aux fraudes, aux meurtriers toutes les gâteries qu'il pouvait se procurer, et ce geste contribuait à apaiser sa conscience. Une autre circonstance avait aidé Tom à libérer sa conscience du trouble qui l'obsédait. C'est qu'il avait une nouvelle préoccupation. Becky Thatcher ne venait plus à l'école. Pendant quelques jours, Tom, luttant contre sa fierté, avait cherché en vain à l'oublier. Il se prit à rôder, le soir, autour de la maison qu'habitait la jeune fille. Becky était malade, et si elle allait mourir? La guerre perdrait alors pour Tom tout attrait, et même la piraterie. La vie n'aurait plus de charme. Tom remisa son cerveau et sa palette de criquet, qui ne l'intéressait plus. Sa tante s'inquiéta, essaya toutes sortes de traitements dont elle avait le secret, qui devaient rendre la santé au plus gravement atteint. Et pourtant, rien n'y fit. L'enfant était chaque jour plus pâle, plus triste, plus abattu. Elle recourut au bain chaud, au bain de siège, aux douches, au plongeon. L'enfant restait sombre et morose. Elle recommanda alors une large provision d'un calmant nouveau. Elle le goûta et fut satisfaite. Ce calmant n'était autre que du feu sous forme liquide. Elle en fit absorber à Tom une bonne cuillère et aussitôt fut rassuré. L'air de l'indifférence était terminé. L'enfant bondit comme si sa chaise avait soudain pris feu. Tom comprit qu'il était temps de se réveiller. La vie monotone qu'il menait depuis quelque temps commençait à lui peser. Dans son désir de se distraire, il envisagea plusieurs projets et décida finalement de faire croire qu'il aimait follement le calmant. Il en demanda si souvent que sa tante agacée déclara qu'il n'avait qu'à se servir tout seul. Jamais pourtant il ne lui vint à l'esprit que Tom pût s'en servir pour guérir la fente du parquet du salon. Un jour, Tom administrait sa dose à la fente du parquet quand le charrot de sa tante se présenta en ronronnant et en jetant sur la cuillère un regard de convoitise. Tom lui dit: « Si t'en veux vraiment, t'en auras, Peter. » Peter fit comprendre qu'il en voulait bien. « T'es sûr ?» Peter en était sûr. Alors reprit Tom: « T'en as demandé, alors je vais t'en donner. Moi, tu sais, je suis pas pingre.
Mais si tu l'aimes pas, t'auras à t'en prendre qu'à toi-même. Peter, se montrant consentant, Tom lui ouvrit la bouche et y versa du calmant. Peter bondit de 2 mètres en l'air, poussa un cri de guerre et se mit à tourner en rond, se cognant au meuble, renversant le pot de fleurs et causant bien des dégâts. Puis, se dressant sur les pattes de derrière, il fit des cabrioles endiablées accompagnées de cris de joie. Et là-dessus, il partit comme un trait à travers toute la maison, semant le chaos à la ruine sur son passage. Tante Polly survint à temps pour le voir faire des sauts périlleux et bondir enfin par la fenêtre ouverte, entraînant avec lui ce qui restait des pots de fleurs. La vieille dame, figée de stupeur, regardait par-dessus ses lunettes, tandis que Tom, étendu sur le plancher, ne pouvait contenir ses éclats de rire. « Qu'est-ce qui arrive à ce chat ?» demanda-t-elle. « Je sais pas, tante, bégaya l'enfant. Ma foi, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Je t'assure, tante Polly, je sais pas, les chats font souvent comme ça pour montrer leur joie. Tu crois ? L'intonation souleva quelques inquiétudes chez Tom. Oui. Tante Polly se baissait. Tom l'observait intéressé mais fort troublé. Et il devina trop tard quelle intuition l'y poussait. Le manche de la cuillère révélatrice était visible sous le volant garnissant le bas du lit. Tante Polly la prit, la tint en l'air. Tom baissa les yeux. Tante Polly le souleva pour sa poignée habituelle, l'oreille, et lui donna sur la tête un coup retentissant de sondée. « Allons, monsieur, pour quelle maladie vouliez-vous soigner cette pauvre bête sans défense ?»« J'ai fait ça par pitié pour lui, parce qu'il n'avait pas de tante. Il n'avait pas de tante? Que tu es sot? Qu'aurait-il à faire d'une tante ? Ben, s'il en avait une, il lui brûlerait les entrailles elle-même, et sans plus de précaution que pour un humain. » Tante Polly fut en proie à un soudain remords de conscience. Elle voyait la chose sous un jour nouveau. Ce qui était cruel envers un chat pourrait bien l'être aussi envers un enfant. Ses yeux s'embuèrent de larmes et, posant la main sur la tête de Tom, elle lui dit doucement « J'ai fait ça dans une bonne intention, Tom. Et ça t'a vraiment fait du bien. Je le sais, tante, dit Tom en levant sur elle des yeux où pétillait une lueur de malice. Et moi aussi, j'avais que des bonnes intentions avec Peter, et ça lui a aussi fait du bien. Je l'avais jamais vu si gai. Oh, ça suffit, Tom. Ne me taquine pas davantage. Essaye plutôt d'être sage pour une fois, et tu n'auras plus besoin de prendre de médicaments. Tom arriva en avance à l'école, ce devinait, semble-t-il, habituel chez lui. Mais, au lieu de jouer avec ses camarades, il flânait à la porte, se prétendant malade, et il en avait l'apparence. Il faisait semblant de regarder partout à la fois, sauf au bout de la route. Or, c'était là qu'en fait, il regardait. Bientôt, Jeff Thatcher apparut et le visage de Tom s'éclaira. Il observa un moment puis détourna les yeux, tristement. Quand Jeff Thatcher arriva, Tom l'aborda et amena prudemment la conversation sur Becky. Dans son insouciance, l'enfant ne remarqua pas le piège tendu. Tom regardait toujours du même côté, prenant espoir chaque fois qu'il apercevait une robe flottante au vent. Mais ce n'était jamais celle qu'il attendait. Alors il s'embra dans le désespoir et alla s'asseoir dans la classe vide pour y souffrir en silence. Mais une robe encore franchit la porte et Tom sentit son cœur battre très fort. Aussitôt il sortit, se mit à poursuivre ses camarades en riant et en poussant des cris de sauvage, se livrant à toutes les singeries qui lui venaient à l'idée et guettant du coin de l'œil pour savoir si Becky Thatcher le remarquait. Mais elle paraissait ne se rendre compte de rien. Était-ce possible qu'elle n'eût pas senti sa présence ? Il vint accomplir ses exploits plus près d'elle, faisant éruption au milieu d'un groupe de garçons, les bousculant et s'étalant enfin sous les yeux de Becky, qu'il faillit renverser.
tandis qu'elle, levant les yeux en l'air, disait « Il y a des gens qui se croient bien malins et qui veulent toujours se faire remarquer. » Tom se sentit rougir de honte. Il se leva et s'éclipsa, humilié et penaud. Chers auditeurs, notre aventure pour ce soir est terminée. Je vous souhaite excellente nuit et doux rêves et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.